si on mettait OpenAI dans les concours de la grecque, toutes disciplines confondues, OpenAI battrait tout le monde. J'ai été le premier en France à publier la liste des infractions pénales de Pfizer. Dans une période où on nous vendait que Pfizer était le sauveur de l'humanité, que c'était remarquable ce qu'il faisait, publicité mensongère, mise en danger de la vie d'autrui, charlatanisme, corruption. Et t'additionnes toutes ces amendes, et ça te faisait plus de 6 milliards de dollars. Le patron de l'Express, Alain Veil, c'est un délinquant, c'est un mec qui a été condamné devant la 17e chambre parce qu'il avait écrit, il avait signé dans son journal que le maire de Goussainville était fiché S. Si j'avais été l'avocat du maire de Goussainville, j'aurais plaidé l'incitation à la haine raciale, parce qu'on sait très bien pourquoi il avait dit fiché S. T'as vu les résultats de la France au test PISA ? Non mais c'est honteux. C'est honteux, c'est un scandale d'avoir un pays aussi taxé qui a des résultats aussi pourris dans son système éducatif. Il y a un problème. Le journaliste doit dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences pour lui-même. Si tu finis les menottes au poignet pour la vérité, t'as rempli ton premier devoir de la charte de Munich. Bah, qui remplit son premier devoir de la charte de Munich aujourd'hui ? Jean-Michel Bellet, Alain Veil ou Julian Assange ? On connaît la réponse à cette question. Le système éducatif français, tu le sais que ça m'a fait plein d'ennemis, mais je n'ai pas changé mon discours d'un iota depuis 10 ans. Je continue à dire que c'est une grande broyeuse, comme dirait D.H. Lawrence, que c'est un gâchis qui doit se réformer en profondeur, parce qu'aujourd'hui, ces résultats sont pourris. Et pardon, tu regardes même les tests PISA à l'échelle du collège et du lycée. Enfin, t'as vu les résultats de la France au test PISA ? Ouais. Non mais c'est honteux. C'est honteux. C'est un scandale. Donc d'avoir un pays aussi taxé, qui a des résultats aussi pourris dans son système éducatif. Il y a un problème. Quelque chose qui ne va pas. Et derrière, de voir que ces grandes écoles, dans les classements internationaux, elles n'existent pas. Qu'il n'y a que les conglomérats qu'ils ont formés. Heureusement, il y a des gens pas trop débiles qui ont décidé de dire ça sera plus Normal Sup, ça sera Paris Sciences et Lettres. Entre nous, on va continuer à se pignoler en disant qu'on vient d'un truc que personne connaît à l'international, sauf en maths, pour Normal Sup. Pour Polytechnique, personne ne les connaît en maths, hein, t'inquiète pas. D'ailleurs, Polytechnique, c'est même pas la meilleure école polytechnique. On va commencer par là. Polytechnique, c'est peut-être la 5e ou la 6e école polytechnique dans le monde. À l'heure où je parle, hein, derrière Zurich, derrière Lausanne, derrière Singapour, derrière Hong Kong. Ah oui. Voilà, ça fait 5e minimum, et je pense qu'il y en a d'autres encore. Hein, parce qu'il faut regarder si Milan n'est pas passé devant aussi. Hein. L'école polytechnique de Milan, qui était pourtant une copie de l'école polytechnique de Paris, puisque c'était cet Italien Lagrange, en fait son vrai nom était italien, qui avait contribué à faire cette... Enfin, Lagrange ou ses élèves, je ne sais plus, mais c'est cet esprit-là, avec les invasions napoléoniennes, etc., qui avait contribué à faire l'école polytechnique de Milan, qui aujourd'hui doit être mieux classée que Polytechnique Paris, enfin Palaiso, dans certains classements. Donc remettez-vous en question, les gars, je suis vraiment désolé. Et pourquoi ils le font pas ? C'est de l'arrogance ? Ah, complètement. 100% arrogance. Mais 100%. C'est... on vit dans notre bulle. On a raison. Pourquoi on a raison ? Parce que c'est nous qui déterminons si on a raison ou pas. Quand t'as Gabriel Ruget à Normal Sup qui dit on n'est pas premier, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'on est premier. Qu'est-ce que tu veux dire à ça ? T'imagines un élève qui va à Polytechnique qui dit je suis pas premier de votre concours parce que vous n'avez pas compris que je suis premier. Les mecs, ils vont lui rire au nez. Et comment tu peux dire, quand tu es Polytechnique ou Normal Sup, à Stanford, qui a des budgets, donc Stanford, ils ont un endowment qui doit être de l'ordre de 12 milliards. Donc oui, il faut savoir ça, les facs américaines, en fait, c'est un des grands scandales du fonctionnement de l'enseignement supérieur américain, sont des hedge funds dérégulés ou défiscalisés, c'est des fonds spéculatifs. Les facs américaines, elles tournent sur leur dotation, endowment, privée en général, mais même les facs publiques font pareil, hein, UCLA, etc., UC Berkeley. Elles ont de l'argent qu'elles investissent en bourse, et ça fait l'essentiel de leurs revenus. Après, elles ont aussi, bien sûr... C'est-à-dire que quand les étudiants paient, par exemple, 50 000 $ l'année, ils le mettent en bourse. Bien sûr. Et ils font travailler l'argent. Non, mais complètement, mais c'est pire que ça. Ça veut dire que les étudiants pourraient ne pas payer leurs droits d'inscription. Dans la plupart des facs américaines. Oui. Ah non, mais ça, faut le dire de la façon la plus péremptoire. Okay. Alors, en fait, pour certaines facs américaines, si les étudiants payaient carrément pas, zéro, inscription, peut-être pas les dortoirs, tu vois, bon, mais juste inscription, 50 000 $ par an, ça obligerait le hedge fund peut-être à faire du 12% par an, tu vois, ce que la plupart des hedge funds arrivent à faire. Peut-être du 12 ou du 13, tu vois. Bon, ok. Mais Harvard, ils doivent avoir un endowment de 40 milliards, un truc comme ça, hein, la valeur de Twitter, de X. Donc Stanford, ça doit être 12, faut vérifier. Ils jouent ça en bourse, et ça couvre la totalité de leurs frais, quasiment. Voilà. Les revenus boursiers, comme un hedge fund qui se respecte, je veux dire, t'es Renaissance Technologies avec Jim Simon, qui est un grand mathématicien, ou Medallion Capital, ou ce que tu veux, ou Citadel, etc., Fidelity. Bon, tu places ton argent, tu gagnes de l'argent, c'est ton métier. Eux, en plus, sont défiscalisés.
Donc les facs américaines, si elles voulaient, elles pourraient faire frais d'inscription au minimum divisé par 2, au minimum, mais en réalité plus gratuit, parce qu'elles ont ça comme revenu, les revenus de la spéculation, elles ont la propriété intellectuelle, alors eux ils déconnent pas, hein, c'est pas le CNRS, attention, hein, c'est pas Birkenstock chaussettes, pull troué, non, les mecs, non mais je leur rentre dans l'art, mais ils méritent. Je te donne juste quelques exemples. En France, on a découvert le pompage optique, donc la meilleure méthode à l'époque pour faire des lasers industriels. Prix Nobel Alfred Kessler 1967, laboratoire Alfred Kessler-Bruxelles au Collège de France. Donc, l'élite, l'aristocratie de la physique en France, où tu as eu Claude Cohen-Tanouji, prix Nobel, etc. La France n'exporte pas de laser. Ah ouais, parce que Jean Birkenstock chaussettes, l'exportation c'est sale pour lui. Je te le dis, j'ai nos limites, hein, aucun problème, je te le dis clairement. Les abrutis, à l'époque, le CNRS disait laser à quoi, laser à rien. Tu retrouves des articles de presse, années 70, laser à quoi, laser à rien. D'accord ? Okay. Donc, laser, mais j'ai pas fini, là je me chauffe juste. La magnétorésistance géante, les cristaux liquides d'abord, on reviendra à la magnétorésistance géante plus tard. Les cristaux liquides, technologie nématique, etc. Prix Nobel Pierre-Gilles de Gênes, 1991. On n'exporte pas d'écran à cristaux liquides. C'est les Coréens, les Thaïlandais et les Taïwanais qui exportent, et les Chinois bien sûr. Et quand je voyais Midi Libre, pareil, ou la Dépêche du Midi, je sais plus, le groupe Bailey, qui t'écrivait que les Russes volaient des puces dans les machines à laver, alors que les Russes sont partenaires commerciaux de la Chine, qui est le premier fabricant de puces au monde maintenant, bullshit. Les gars, vous dites de la merde. Et aux États-Unis, comme tu l'as vu, le journalisme citoyen a explosé le journalisme classique. Tucker Carlson, Joe Rogan, ils ont démonté tout le monde. Parce qu'ils disaient la vérité, les mecs. Alors oui, ils se sont pris des opérations de character assassination. T'as CNN qui s'est fait prendre la main dans le sac à mettre un filtre Photoshop sur la couleur de peau de Joe Rogan quand il parlait de l'ivermectine pour donner l'impression qu'il était malade. Tu vois le niveau. Ouais, CNN, quand ils se sont fait prendre, ils ont dit non, c'était pas photoshopé. Tu compares les deux photos, tu fais... T'as la balance des blancs qui est pas la même. C'est pas du Photoshop, d'accord. T'as changé la balance des blancs, c'est pas photoshopé, d'accord. T'es à ce niveau-là de mensonge, très bien. Oui, techniquement, c'est pas du Photoshop. Peut-être que t'as changé. Exactement, peut-être que c'était sur After Effects, tu vois. Mais tu vois le niveau du presque vrai. C'est-à-dire, non, CNN a démenti, tu vois. Jean PNJ à la machine à café, tu lui dis, tu sais que CNN, il a photoshopé la tronche de Joe Rogan. Il va dire, non, CNN a démenti. Il a démenti. C'était sur After Effects, c'était pas sur Photoshop. Mais il y a eu des trucs comme ça. J'ai parlé dans des debunkings que j'ai fait. J'en ai parlé dans le média Le Crayon. Je les salue d'ailleurs, Valran, fondateur du média Le Crayon. J'ai parlé d'un cas assez précis, 2 cas même. T'avais une info qui était sortie, donc qui était connue, que Biden était pote avec des membres du Ku Klux Klan. Pour un mec de gauche, c'est compliqué quand même. Puis pote intime, tu sais vraiment. Alors tu me diras, Mitterrand était proche de Bousquet, bon, ok. Le truc c'est que comme Mitterrand pouvait se défendre en disant c'était l'occupe, c'était une période compliquée. Bon, c'est une défense qui tient moyen, mais à la limite, t'as un début d'argument, tu sais, why not ? Sauf que là, c'était pas l'occupe, tu vois, c'était pas une période compliquée. Il y avait le Ku Klux Klan et il y avait les mecs paracistes, tu vois. Et les mecs paracistes, ils étaient pas potes avec le Ku Klux Klan. Biden, il était pote avec un mec du Ku Klux Klan. T'as eu un article de Reuters, de fact-checking, avec un titre. Reuters, c'est une source qui est reprise par Wikipédia, pas de problème, c'est comme une banque, tu sais. Tu crées des faux billets, tu les mets dans une banque, la banque, elle te dit que ton compte, il est crédité de 10 milliards, parce qu'il y a des faux billets pour 10 milliards dedans, tu vois. Wikipédia, c'est ça, tu crées des faux billets de presse, qui sont pas probants, qui sont pas des preuves, qui sont pas adossés à une preuve derrière, c'est juste un titre, c'est pas une preuve. Wikipédia va te les reprendre et peut te faire la page que tu veux, sur qui tu veux, comme tu veux. Ça peut être une page ultra positive comme Thierry Breton, ça peut être une page ultra négative comme Christian Perron, ou Didier Raoult, ou Alexandra Orion-Caude, ou ton serviteur. C'est une vraie méthode. Et t'as des cabinets qui bossent là-dessus, qui sont spécialisés là-dedans, qui font du conseil sur des domaines parallèles, comme Avisa Partners, il y a eu un grand scandale là-dessus, qui est spécialisé dans ce genre d'analyse, on va dire. Eh bien, le faux billet donc, de Reuters pour Biden, c'était non, Biden n'a jamais été ami avec le grand sorcier du Ku Klux Klan. Pareil, toujours Jean PNJ, je l'aime beaucoup à la machine à café. Là, tu savais que Biden, il était pote avec un mec du Ku Klux Klan ? Non, regarde, billet de Reuters. Après, t'es journaliste citoyen, tu lis le billet. Et le billet dit, le mec en question existe, était bien membre du Ku Klux Klan, était bien pote avec Biden, mais il n'était pas grand sorcier. Dans la hiérarchie du Ku Klux Klan, je te jure, Reuters, ça fait ça. C'est pour ça que les mecs, si tu les surveilles pas, voilà ce qu'ils vont faire. Voilà le niveau d'intoxication. Si t'as pas les journalistes citoyens, voilà ce qui va se passer. T'as Reuters, figure d'autorité, que Jean PNJ, il aime bien les figures d'autorité, il a grandi dedans, qui va écrire non,
virgule, t'es là, le monopole du dernier mot. Non, virgule. Non, le Covid ne peut pas venir du laboratoire. Non, c'est bien un pangolin. Enfin, oui, c'est bien un pangolin. Bon, non, le pass ne sera jamais vaccinal. Tu sais, le truc vraiment qui marche pour les gens conditionnés, pour les gens qui n'ont pas de caractère. Donc le billet disait, il n'est pas grand wizard, grand sorcier, il n'est que cyclope exalté. Voilà. Tout le monde connaît les hiérarchies du Ku Klux Klan, t'imagines bien que la différence est très importante. Donc il n'est que cyclope exalté. Donc là, je relis l'article, je fais 2 fois. Je vais vous foutre de la gueule de qui ? L'information que vous devez à votre public en vertu du premier devoir de la Charte de Munich, c'est oui, Biden était pote avec un gars du Ku Klux Klan, est allé à son enterrement, était très proche de lui. C'est une info. Ensuite, j'ai voulu regarder, mais d'où ça sortait la confusion entre Grand Wizard et Cyclope Exalté ? Pas de nulle part, en fait. Personne n'avait dit qu'il était Grand Wizard, le mec. Personne. Tu peux même te demander si c'est pas des gens qu'on fait exprès, ce que ça s'appelle du cyber blurring, c'est des techniques, ça. Tu peux même te demander si c'est pas des gens qu'on fait exprès de poster sur les réseaux que c'était Grand Wizard, juste pour que tu puisses avoir un point d'accroche pour débunker ça. Par exemple, dans le cas de Klaus Schwab, c'est l'autre exemple que j'avais. Klaus Schwab, factuellement, est bien le fils d'un industriel nazi, décoré par le Troisième Reich. Décoré. Alors, là, il a fait les célébrations d'Auschwitz, c'est fantastique. T'as Schwab qui est allé aux célébrations de la libération d'Auschwitz. Son père employait de la main-d'œuvre concentrationnaire dans des usines de lance-flammes, donc chez Wissen, pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Ouais, il faisait comme Schindler, mais sans libérer des juifs. Il libérait que... il s'y sauvait que dalle. De toute façon, Schindler, il faisait des pots, de la céramique. Voilà. Là, non, il faisait des lance-flammes, les mecs. Donc, d'entrée de jeu, tu sens que t'allais sauver personne. Et il a été décoré comme usine modèle du Troisième Reich. Usine modèle du Troisième Reich. Ok, bon, moi, j'enquête et je vois un article de debunk, bien sûr. Donc, c'était AFP ou je sais pas. Bon. Qui met non, le père de Klaus Schwab n'était pas un ancien nazi, en reprenant une photo qui circulait sur Telegram d'un mec qui ressemblait à Schwab en uniforme nazi. Bon, des gars qui ressemblaient à Schwab en uniforme nazi, il devait y en avoir, donc il y a une photo qui se met à circuler, et en effet, elle avait rien à voir avec le père de Schwab. Le père de Schwab, il portait pas l'uniforme, il était industriel. Et donc là, t'attrapes cet angle, tu dis, ah, cette photo est fausse. Donc, ça va permettre de justifier un article qui dit non, cette photo ne représente pas le père de Klaus Schwab. Et dans cet article, tu te gardes bien de mettre la vérité vraie, le premier devoir de la Charte de Munich, qui est, en fait, par contre, son daron, c'était chaud, tu vois. Et le public, il doit savoir ça. Parce que Schwab, il est présenté comme un sauveur dans tous les médias, donc t'as un petit peu, quand même, t'es là pour nuancer, dire ton sauveur, peut-être, il est un peu faisandé, tu vois. Parce que encore une fois, c'est son père, c'est pas son grand-père. Hein. Donc c'est bon. Par exemple, Schwarzenegger, quand il était clairement confirmé que son père était un nazi convaincu, il s'est un peu excusé. Il a dit, au minimum, bon, je lui dois rien, j'ai pas hérité de sa fortune, contrairement à Klaus Schwab. Mais voilà. Minimum, il a dit, je me désolidarise, tu vois, c'est la base. Mais là, non, ça, Schwab, rien du tout, il a jamais dit ça. Et surtout, il a hérité de la fortune de papa, qui a pas de problème, qui est due à de la main-d'œuvre concentrationnaire. Donc, c'est chaud un peu. La presse arrive, te dit, cette photo qui a rien à voir, je sais même pas d'où elle vient, cette photo. Encore une fois, c'est comme le coup du grand sorcier versus le cyclope exalté. Je sais pas d'où ça vient, ce grand sorcier. Je sais même pas si c'est, dès le début, les journalistes citoyens qui s'étaient gourés là-dedans. Mais ils te prennent. Donc, c'est une réfutation métonymique. Ça veut dire que une métonymie, c'est comme une voile à l'horizon pour dire un bateau. Tu prends un morceau pour décrire le tout, métonymie. Réfutation métonymique, tu réfutes un morceau pour réfuter le tout. C'est du presque vrai, donc c'est du faux, pas de problème. Puisque tu réfutes le fait qu'il était Grand Wizard, ce qui encore une fois ne sort de nulle part, et tu réfutes ça pour prétendre réfuter le tout. Parce que les gens ne regardent que les titres. Ils voient Reuters plus un titre, c'est bon. Ils voient AFP plus un titre, c'est bon. Donc ils voient AFP plus... non, cette photo ne représente pas le père de Klaus Schwab. On en revient toujours à la machine à café. Toi, t'es là, tu savais que le père de Klaus Schwab, c'était un industriel nazi. Non, l'AFP a dit que rien à voir. Qui prend le temps d'aller lire l'article ? Qui prend le temps d'aller chercher les sources que j'ai fait ? Pour regarder, si en fait, parce que les sources, les mecs ils ont payé pour les supprimer. Donc tu les trouves pas comme ça. Il faut aller chercher dans les archives, il faut aller chercher dans du Google Books, il faut aller chercher dans des ressources payantes pour aller te trouver parfois du facsimilé où tu peux pas rechercher par mots-clés. Tu vas devoir aller chercher la page. Tu vas à la table des matières d'un facsimilé ou d'un livre scanné. Et bien sûr, c'est ça le journalisme citoyen. Et tu vas aller chercher... Ah, et donc le papa Schwab, là, il est... décoré par le Troisième Reich comme usine modèle. Ça, c'est factuel, les enfants, de quoi vous parlez ? Donc c'est à ça que ça sert, le journalisme citoyen.